Tu t'intéresses à faire du fromage à la maison, tu tombes sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, je vous ai réservé une masterclass complète où je vais vous donner toutes les informations que j'ai sur la création du fromage. Vous allez voir, c'est bien structuré pour que vous puissiez bien comprendre, que ça puisse vous parler, peu importe le type de fromage que vous allez vouloir faire. On est parti ensemble dans cette masterclass. Au programme, on va entrer dans le détail. Autant j'ai pu faire des vidéos assez généralistes auparavant, autant là je vais vraiment y aller sur toutes mes connaissances, tout ce que j'ai acquis. Je vais éviter les généralités et je vais vous parler des anecdotes que j'ai pu vivre moi-même avec mes fromages. Vous allez voir, le but c'est que ça soit vraiment très simple à comprendre et en même temps, pour une fois qu'on puisse aller dans des explications plus poussées que ce que je peux faire d'habitude. Je vais également vous donner des astuces pour se débrouiller. Parce qu'en fait, moi c'est pareil que vous, je ne suis pas en train de faire des grosses quantités avec des normes particulières comme dans les fromageries. Moi je fais ça à la maison, je fais du simple et je vise du pas cher. Il y aura plusieurs chapitres, donc notamment les 8 étapes de fabrication et leur intérêt. Ensuite, l'entretien du fromage avec développer l'œil du fromager. Je détaillerai ça plus en détail par la suite. Chapitre 3, s'équiper avec le matériel indispensable. Est-ce qu'on peut le créer ou l'investir? Et je vous ai réservé en fin de cette masterclass un cadeau pour mieux réussir vos fromages à la maison. C'est parti, on y va ensemble. Déjà, qui je suis? C'est important aussi que vous puissiez savoir un petit peu qui je suis, parce que je fais beaucoup de vidéos, mais j'explique pas trop, c'est pas trop l'intérêt que vous avez sur les autres vidéos. Alors non, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un fromager avec des années d'expérience, avec une formation. Je suis simplement quelqu'un qui est amateur dans le fromage, mais qui est curieux et qui est maintenant assez expérimenté. Il y a 2 ans, en fait, je suis tombé sur des vidéos de personnes qui faisaient leur fromage à la maison et justement, j'ai eu un peu le déclic de « mais ça a l'air génial à faire ». Et je me suis lancé, j'ai fait pas mal de recettes, j'en ai loupé pas mal, j'ai galéré, j'ai fait plein de choses pas toujours au top. Mais ces 2 années d'expérience dans le fromage, elles m'ont permis d'acquérir pas mal de compétences, d'affiner mes propres recettes. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, ça peut être intéressant. Au début, je faisais des vidéos plutôt pour montrer l'évolution. Et aujourd'hui, j'essaye vraiment d'enseigner comment le faire avec des méthodes adaptées à la maison. L'avantage que je ne sois pas un expert, c'est qu'il n'y a pas de charabia technique dans mes vidéos. C'est ce que beaucoup ont pu me dire, que c'était clair, facile à comprendre et à mettre en place. Moi, je suis là pour vous donner les bases pour faire le fromage à la maison et pas pour vous donner des explications techniques. C'est pour ça que mes vidéos sont assez courtes et très simples. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même vous donner quelques notions plus poussées pour ceux qui veulent aller plus loin. Et si jamais ça ne vous intéresse pas, bah, vous prenez juste les infos dont vous avez besoin. Et le reste, bah, soit vous le retenez ou vous ne le retenez pas. Ça ne changera pas le résultat de vos fromages. Pourquoi faire son fromage à la maison? C'est peut-être une question que vous vous posez. Ça se trouve, vous êtes là juste par curiosité. Bah, en fait, moi, j'ai aussi l'envie de transmettre les savoir-faire qu'on a depuis des générations, surtout en France, où on a une culture du fromage qui est énorme. Évidemment, ma prétention, ça reste basique, hein, parce que moi-même, je n'ai pas non plus des choses qui sont enseignées de génération en génération. J'ai quand même des bons bouquins qui sont très anciens, ils sont dans des états pas possibles, avec des détails et avec des transmissions de savoir de vieilles générations. Et c'est un peu là-dessus que je me suis basé. Donc j'ai une connaissance et en même temps, voilà, je ne suis pas en train de dire que je vais vous apprendre comment faire du fromage de A à Z. Il y a des personnes bien mieux placées que moi. Mais moi, j'ai envie de vous enseigner ça pour avoir la joie de le réaliser vous-même à la maison, avoir une compréhension de comment ça fonctionne, la fermentation, parce que finalement, ça sert dans toute chose. Et un petit bonus, ça, c'est, j'ai une petite pensée pour les expatriés, parce que j'en ai beaucoup qui achètent mes kits. Et je sais pourquoi vous les achetez, c'est parce que vous avez envie de retrouver le bon fromage français là où vous êtes. Et je vais moi-même bientôt vivre ce côté où je vais partir vivre normalement à l'île de la Réunion. Et je vais continuer à faire mes vidéos en vous montrant, en étant moi-même expatrié, même si ça reste la France, d'être dans un endroit et de faire du fromage quand on n'a rien autour de soi à part des vaches et un frigo pour faire une cave à la maison, quoi. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. On va attaquer tout de suite le processus de fabrication étape par étape. Déjà, quels sont les différents types de fromage? Parce que moi, je vais vous faire un truc assez général, mais c'est bien que vous puissiez vous dire comment on fait pour tel type. Déjà, les étapes, elles sont les mêmes pour tous les types, mais on va les appliquer différemment. Je vous donne les détails au fur et à mesure. Les différents types, c'est les
les fromages à pâte molle et croûte fleurie. Donc là, on va retrouver les camemberts par exemple, les fromages frais. Ensuite, les fromages à pâte pressée non cuite. Donc là, on va avoir les tômes, les fromages à raclette, les morbiers, ce genre de fromage. Les fromages à pâte pressée cuite. Là, il peut y avoir le gruyère, le parmesan, ce genre de fromage qui se conservent plus longtemps et qui sont plus secs. Et ensuite, les fromages à pâte persillée. Donc là, c'est plutôt les bleus. Vous voyez, c'est les bleus d'ailleurs, tout simplement. Première étape de chaque recette, peu importe, c'est la chauffe du lait. Déjà, je ne vous ai pas parlé de quel lait prendre, mais moi, je vous conseille évidemment de partir sur du lait cru. Mais vous pouvez aussi faire ces recettes à partir de lait stérilisé, mais non UHT. En fait, si les laits sont à ultra haute température pour la pasteurisation, ça va détruire les particules de votre fromage, notamment la caséine qui va être ce qui va former votre caillé. Et donc vous allez avoir un caillé qui ne sera pas assez solide pour le faire. C'est pour ça que si c'est stérilisé, il faut que ce ne soit pas UHT. Dans les recettes, si vous ne prenez pas ce lait cru, il faut aussi rajouter du chlorure de calcium. C'est quelque chose qui va venir renforcer votre caillé. Excusez-moi, je bégaye un petit peu, je vais essayer de faire au mieux. Donc le lait il va être chauffé entre 32 et 35 degrés. C'est la température quand il sort de la vache, 32 degrés de base. C'est la température optimale. À cette température-là, les ferments vont vraiment pouvoir agir. Je vous détaille plus en détail les ferments dans la prochaine étape. Et je vous ai également mis qu'est-ce qu'on peut obtenir comme quantité de fromage à partir de 5 litres de lait de vache. Voilà, je me répète. Pourquoi je vous ai mis ça? C'est parce que quand on fait les quantités à la maison, on n'a pas besoin de grosses quantités. Moi, je conseille de faire à partir de 5 litres de lait. Ça évite d'avoir besoin d'une grande marmite. Souvent, on a de quoi faire avec 5 litres. Et comme vous voyez, en fromage frais, ça vous fait quand même 1 kg, 1,25 kg. Un fromage à pâte molle, ça vous fait 600 grammes. Enfin, voilà, je vous laisse lire le reste de détails. Vous voyez que ça fait déjà des bonnes quantités. Si vous le doublez, vous risquez de vous retrouver facilement avec 1 kg de fromage. Et c'est pas toujours évident de l'écouler si vous en faites régulièrement. Après, à vous de voir. Deuxième étape, l'ensemencement. Ça, c'est, je l'ai mis la définition, c'est l'ajout de ferment lactique au lait. Le rôle, c'est déclencher la fermentation. La fermentation, c'est quoi? C'est que le lactose qui est présent dans votre lait va être transformé en acide lactique. L'acide lactique, son but, ça va permettre de favoriser la coagulation. Ça va enlever les bactéries indésirables et ça va développer la saveur de votre fromage. Les effets un peu plus précis, si ça vous intéresse, c'est que ça va abaisser le pH. Dans le lait cru, il y a à peu près un pH de 6,6 et en fait, il va descendre des fois entre 4,6 et 5,4. Ça, c'est vraiment si vous voulez les détails techniques. Ça va développer les arômes et la texture du fromage et ça va limiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la croissance des micro-organismes indésirables dont on ne veut pas. Qu'est-ce que j'ai mis en dessous? J'ai mis que ça va être la guerre des unités de mesure. Pourquoi? Parce que si vous utilisez des ferments lyophilisés, ça vous donne des 0,5 g, 0,05 g. Là, je me suis loupé, il y a une erreur d'ailleurs, c'est vraiment 0,5 g en général. Et en fait, si on traduit ça, ça peut être 1/8 de cuillère à thé. C'est des mesures dont on n'a pas forcément l'habitude en France, mais il n'y a pas trop d'autres manières à part avoir une balance hyper précise. Donc la cuillère à thé, moi c'est pour ça que je mets ça dans mes kits. Ça permet de mesurer facilement sans se prendre la tête. Je vais détailler après, il y a différents types de ferments, mais les lyophilisés, si vous voulez en faire régulièrement, c'est vraiment les plus pratiques. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le fromage maison, on ne mesure pas le pH parce que ça serait un peu compliqué. Il faut des appareils pour ça. Moi, pour vous simplifier, je vous mets des durées. Souvent, c'est 30 minutes de maturation qui vont approximativement atteindre le point idéal au niveau du pH. Après, ça sera à vous de faire vos tests, de voir s'il faut réguler, sachant que le lait change tout le temps. Si vous voulez aller jusqu'à mesurer le pH, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a quoi comme différents types de ferments? Il y a les ferments mésophiles qui, eux, agissent de 20 à 35 degrés. Vous prenez pas la tête, c'est pas très compliqué à comprendre, là il y a beaucoup d'infos, mais en fait, c'est juste qu'il y a des ferments qui agissent quand le lait ne dépasse pas 35 degrés et des ferments qui agissent quand il dépasse 35 degrés. Les ferments, vous prenez pas la tête, il y a deux types, mésophile, thermophile.
Thermophile, c'est pour tout ce qui va être les fromages qui vont être chauffés et très secs, comme le parmesan, le gruyère, le comté, ce genre de fromage. Le reste, vous êtes sur du mésophile. Donc là, vous avez les infos. Et vous pouvez remplacer vos ferments mésophiles, si vous n'en avez pas, par du yaourt nature ou du kéfir de lait pour les mésophiles et simplement du yaourt nature pour les thermophiles. Parce qu'en fait, dans le yaourt nature, c'est déjà des ferments thermophiles dedans. Ensuite, il y a des ferments spécifiques qui, eux, vont avoir pour but de donner la texture particulière et le goût particulier. Notamment le Penicillium roqueforti pour les bleus, le Brevibacterium linens pour les fromages type maroilles, type fromage à raclette aussi, le Penicillium camemberti pour le camembert, on le comprend dans le titre, qui va faire la croûte blanche. Il y a aussi le Geotrichum candidum dans le camembert qui va donner le côté coulant. Et la lipase qui, elle, va être plus utilisée dans des fromages comme le parmesan par exemple, qui va venir donner un goût plus prononcé. Il y a déjà de la lipase dans le lait en général, mais on va venir accentuer en en rajoutant. Vous n'avez pas besoin de retenir tous ces types de bactéries. En fait, selon le fromage que vous allez prendre, dans les recettes, ça sera marqué quel ferment mettre. Ensuite, j'ai mis les formes de ferments pour la maison. Parce qu'il y en a deux types particuliers. J'aurais pu en mettre trois d'ailleurs. Donc il y a les lyophilisés qui vont être en sachet, qui vont être secs. Ça va être des petites poudres. Ça, l'avantage, c'est que c'est conservation longue, facile à stocker. Les doses sont précises. Moi, je vous ai mis AgroDirect pour en retrouver à pas cher. Souvent, vous achetez 5 à 10 euros un paquet et ça va vous faire 20-30 recettes. Et je vends aussi, moi, dans mes kits, des doses uniques. Donc là, c'est un tube entier avec présure, ferment. Vous faites une recette, par contre, c'est fini et ça coûte assez cher. Ça, l'avantage, c'est que pour faire vos premières recettes, au moins, vous lancez, c'est réglé. La troisième forme, c'est si vous pensez utiliser des yaourts ou des choses comme ça. Troisième étape, la coagulation du lait. Ça, c'est la transformation du lait liquide en une sorte de gel. En fait, il y a la caséine dans le lait, il y a plusieurs choses. Il y a la caséine, il y a le lactosérum. Et en fait, la caséine, c'est toutes les protéines qui vont s'agglomérer, qui vont former le bloc de caillé. Et ça va évacuer le lactosérum qui est la partie liquide, justement. Donc, retenez, on utilise une seule coagulation, c'est celle qu'on appelle l'enzymatique, qui est causée par la présure. La présure, c'est fait à partir de caillettes de veau, c'est ce qu'on retrouve dans le 4e estomac des veaux, et c'est ce qui permet la coagulation. Souvent on en achète en pharmacie, ça coûte moins de 10 euros, vous en trouverez facilement. Donc son rôle, c'est de séparer la partie solide, riche en protéines et en matières grasses, du petit lait qu'on appelle le lactosérum. Ça va donner la base de la structure du fromage, et ça, la coagulation, c'est influencé par la température. Une pièce tempérée, c'est l'idéal. La durée de coagulation, plus ça va durer, plus ça va enfermer le lactosérum. Mais vous faire un cahier ferme, ça va dépendre du type de lait, la quantité de ferment et de présure. L'objectif, c'est un temps de coagulation optimal, donc assez long pour un cahier ferme, mais qui se découpe bien, mais pas trop long parce que sinon on risque d'avoir un cahier sec et friable. Ensuite, quatrième étape, c'est la découpe du cahier. C'est une opération qui consiste à fragmenter le cahier après la coagulation. Simplement, on va découper notre cahier de plus en plus fin si on le veut très sec. Ça va favoriser l'égouttage plus on va le couper. C'est assez logique. Donc, moi, je le fais même couper avec un fouet à la fin pour faire vraiment des petits grains. Il faut être très délicat dans cette étape parce que le risque, c'est de briser le cahier qui est en train de se construire. Il faut y aller tout doucement. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, plus les grains sont petits, plus votre fromage va être sec. En fait, même quand on fait du camembert, on va découper des grands blocs dans notre cahier et après on viendra à la louche directement. Mais on vient quand même faire des petites tailles pour que le lactosérum s'évacue un peu. Il y a des paramètres importants, notamment j'ai mis laisser cicatriser. Ça, c'est simplement un terme qui veut dire vous coupez votre cahier et vous pouvez le laisser 5 minutes reposer pour que les découpes puissent se reformer. Ensuite, la régularité de la coupe et les outils qu'on va utiliser. Le couteau de cuisine, c'est pas top parce que en fait,
dans le fond de votre cahier, vous allez avoir du mal à bien découper droit, mais en même temps, quand on est à la maison, on n'a pas 36 000 outils, donc c'est quand même pas mal. Ils utilisent une lyre, les fromagers. C'est des fils avec une structure souvent en bois qui vont passer, ou en métal, qui vont passer et qui vont découper hyper régulier, mais nous, on n'a pas forcément ça à la maison et on peut faire ça. Ensuite, l'étape suivante, c'est le brassage et le chauffage du cahier. Là, on entre dans des étapes qui ne sont pas nécessaires pour les fromages frais, par exemple les pâtes molles et les pâtes fleuries. Le brassage, il va permettre de maintenir les grains séparés et de favoriser l'évacuation du lactosérum. Ça favorise une découpe plus homogène aussi. Et toujours dans la logique, ça assèche le cahier pour un fromage plus sec. Donc pour certains fromages, on va juste chauffer, on va juste brasser. Et pour d'autres, on va chauffer aussi. Ça accélère la sirénèse, qui est l'expulsion du petit lait, qu'on aura déjà commencé finalement dans l'étape d'avant. Ça va renforcer la texture des grains. Le fait qu'ils soient séparés et qu'ils se prennent des petits chocs pendant le brassage, ça va durcir la croûte des petits grains de cahier et ça va renforcer leur dureté. Ça, c'est très important, par exemple, pour les fromages type bleu, qui vont avoir besoin d'avoir des petites crevasses dans le fromage pour que le bleu se développe. Et on va venir, non pas chauffer, mais juste brasser pour que ça se renforce et que le bleu puisse se développer au milieu. Donc le chauffage, ça influence l'humidité finale. De plus c'est chaud, plus c'est sec. Et là, les paramètres clés, la durée, la température et l'intensité du brassage. Sixième étape, l'égouttage, le pressage et la mise en moule. Mise en moule, c'est simplement, en fait, on va transférer notre cahier dans un moule adapté à la forme qu'on veut. On va mettre une étamine pour faciliter le démoulage, oui, on va dire comme ça, pour ressortir le fromage du moule et continuer à le presser. Ça permet un égouttage uniforme grâce aux trous du moule qui sont faits pour. Et il y a différents types de moules que je vous présenterai dans le prochain chapitre. Au niveau de l'égouttage, il y a une séparation du petit lait avec le cahier. En fait, c'est un temps qui va permettre encore plus d'évacuer le lactosérum du lait par simplement gravité ou des fois en rajoutant du poids. Ça, je l'ai noté après, ça peut se faire naturellement ou en accéléré grâce au pressage. Ça influence directement l'humidité et la texture du fromage. Le pressage, donc c'est ajouter une force pour expulser davantage de petits laits. Ça va donner encore mieux une forme définitive et ça améliore la cohésion et la densité de la pâte. La durée et l'intensité sont variables selon les types de fromage. Septième étape, le salage. Là, on va ajouter du sel au fromage après toutes les étapes d'avant. Il y a différentes méthodes. Il y a le frottage à sec. On va mesurer la quantité de sel qu'il faut. Souvent, c'est entre 2 et 4% du fromage. Et on frotte tout le fromage sur la surface. L'autre technique, c'est un bain de saumure. La saumure, c'est de l'eau. En gros, il y a 20% de sel dans de l'eau. On va immerger notre fromage dans de l'eau salée pendant généralement 6 à 8 heures pour des fromages de 500 grammes. Ouais, c'est ça à peu près. Et ça va venir introduire le sel dans le fromage directement. Le sel, ça sert à conserver le fromage, ça freine les bactéries indésirables, ça influence le goût et la texture, ça va être un exhausteur de goût classique, et ça aide à former la croûte. En gros, ça va faciliter l'évacuation de l'humidité à l'intérieur vers l'extérieur du fromage. Paramètres clés, donc la concentration du sel, en fait les 20% dans l'eau par exemple, la durée et la méthode selon le type de fromage. Il y a aussi un autre type de salage dans certains fromages comme le Cantal, où en fait on va briser le cahier, on va mettre la quantité de sel, on va mélanger et après on va represser. C'est des fromages particuliers, le Gouda on le fait aussi. Huitième étape, l'affinage du fromage. C'est une période durant laquelle le fromage développe sa saveur, sa texture et sa croûte. Donc là il y a 3 paramètres à surveiller. La température, souvent entre 10 et 12 degrés, l'humidité, plus de 90% d'humidité en général, et la circulation de l'air, pour quand même assécher le fromage. Souvent, l'affinage se fait en cave ou en chambre d'affinage, et je vous ai prévu un chapitre sur comment créer une cave artificielle chez vous. Les rôles principaux,
c'est développer les arômes du fromage grâce en fait aux enzymes et aux micro-organismes qu'il y a dans ce fromage. Le temps va être un atout pour cela, comme le bon vin. Ça va modifier la texture, ça va assécher et donc avoir une croûte de plus en plus ferme. Dans d'autres fromages comme le camembert, plus on va l'affiner, plus ça va être crémeux. Ça, c'est dû au Geevautricum candidum dont j'ai parlé précédemment. Et ça va aussi former et faire maturer la croûte, ça je l'ai déjà dit. Donc les durées, ça varie selon les fromages, de quelques jours pour les frais, les pâtes fleuries, les pâtes persillées, à plusieurs semaines, plusieurs mois pour après les fromages de plus en plus secs. Maintenant, le deuxième chapitre, on va entretenir notre fromage et développer ce que j'appelle l'œil du fromager. L'œil du fromager, c'est être capable d'observer, sentir et juger son fromage. Le but, c'est d'évaluer notre fromage sur le visuel, sur la texture, l'humidité, et voir s'il y a des anomalies ou des défauts. Donc déjà, visuellement, la croûte, on va savoir à quelle couleur on doit s'attendre. Si par exemple votre fromage, des fois ils doivent être d'une couleur classique assez jaune, s'il y a du rouge qui se développe, c'est qu'il y a un problème. Si la croûte n'est pas régulière, qu'il y a un endroit ça devient blanc, un endroit rouge, un endroit bleu, c'est qu'il y a un problème. On va voir les moisissures se développer, on va apprendre à les connaître. On va voir que des fois c'est des fromages qu'on a dans notre cave qui vont impacter les autres. Donc on examine la pâte, on regarde s'il y a des trous, l'homogénéité, tout ça. Et on regarde aussi si notre fromage sèche trop vite, s'il y a des fissures, ou alors justement qu'il est complètement humide et tout collant. Grâce à ça, c'est la lumière naturelle et l'expérience. Au niveau de l'expérience, pour regarder notre fromage, il y a aussi le tactile qui vient jouer. Donc on vient palper notre fromage pour évaluer la texture. Est-ce qu'il est souple, ferme, élastique? Ça va nous donner une idée de l'humidité à l'intérieur. S'il est trop sec, c'est qu'il vieillit trop vite, trop humide, donc possibilité qu'il y ait des moisissures indésirables. Là, c'est important d'ajuster l'affinage et le stockage selon le toucher. Si vous voyez que ça sèche trop vite, vous le mettez dans une boîte, vous la fermez, vous laissez un peu plus l'humidité. Si c'est l'inverse, vous ouvrez un peu plus le couvercle et vous laissez l'air de plus en plus circuler. Ensuite, au niveau du nez, pareil, en fait, on va se faire à l'idée des odeurs du fromage. Quand on sent que ça nous repousse, c'est qu'il y a un problème. Mais on va s'adapter et en fait, je répète pas tout ce qui est écrit, mais avec l'odeur, on va arriver à se fier, à trouver si notre fromage évolue correctement. Il y a un instinct, je pense aussi chez nous, et il faut savoir y faire confiance. Et quand l'odeur nous fait peur, il vaut mieux se poser les bonnes questions et agir. Et justement, comment agir? Donc entretenir les fromages, il faut être régulier. Tous les 3 à 4 jours minimum, vous allez voir vos fromages. Parce que sinon, c'est trop long, il peut se passer trop de choses. Donc on retourne le fromage régulièrement pour avoir un affinage uniforme des deux côtés. On nettoie la croûte si nécessaire. Si vous voyez des couleurs arriver qui ne sont pas normales, vous brossez à l'eau salée, donc avec 5 à 10% de sel, j'ai mis un peu plus bas, et vous retirez tout ce qui est moisissure indésirable, du bleu, du orange, si c'est pas normal, vous le retirez. On contrôle l'humidité et les températures de stockage régulièrement. Et dans certains fromages, donc je l'ai déjà mis la saumure douce là, mais des fois aussi on peut frotter avec l'alcool pour un goût particulier pendant l'entretien. Ça peut être des recettes à faire aussi. Si vous n'avez pas de cave d'affinage, il y a plusieurs solutions à la maison. Déjà, c'est d'attendre l'hiver pour faire son fromage. L'hiver, on a souvent des pièces qui ne sont pas réfrigérées et qu'on peut utiliser, qui vont être souvent dans la tranche de 12-14 degrés, qui sont très bien. On peut mettre dans une cave à vent électrique, parfaitement adaptée. Et moi, j'utilise un frigo qui est dédié avec un adaptateur qui permet de régler à 12 degrés. Ça, je pense que c'est la solution la plus facile à faire à la maison. C'est d'avoir un petit frigo dédié à de la taille qu'on veut. On y met ça et ça se règle tout seul. Précaution, ça c'est ce qui m'est déjà arrivé. On protège des mouches. C'est votre ennemi les mouches. Si elles viennent pondre dans vos fromages, ils sont morts. J'ai mis de son chien parfois parce que ça m'est arrivé une fois aussi de pas bien fermer la porte. Et en fait, mon chien s'était servi dans ma cave, donc il faut protéger des prédateurs comme ça.
Et on fait attention au changement de température conséquent. Justement, si vous utilisez une pièce froide, si la température extérieure remonte, méfiez-vous parce que c'est les chocs de température qui peuvent provoquer des choses vraiment pas bonnes. Chapitre 3, on va comment s'équiper du matériel indispensable, le créer ou investir. Donc là, on va aller voir, ça c'est mon e-book que j'ai écrit, L'art du fromage maison en 7 recettes. Il y a tout le matériel. Vous voyez, je l'ai mis en détail tout ce qu'il vous faut. Donc thermomètre de cuisine, la marmite, la grande cuillère, le grand couteau, un fouet, l'étamine pour égoutter vos fromages, des moules de différentes formes qui vont être adaptés à différents types, avec un fond, sans fond pour les camemberts par exemple. Et ça, vous pouvez vraiment vous débrouiller pour le matériel, pour faire ça maison, hein. Les pots de fromage blanc percé, c'est très bien pour commencer. Ensuite, il faut un support en bois troué ou en plastique pour poser vos fromages durant l'affinage, important pour que l'air se circule et que ça s'évacue. La cave, une brosse pour frotter, ça vous pouvez remplacer par un linge, une boîte d'affinage pour gérer la ventilation de votre fromage, et la cuillère doseuse, je l'ai mis pour mesurer vos ferments quand vous allez le mettre. C'est vraiment, là vous avez la liste du matériel minimum à avoir et que vous pouvez trouver chez vous sans acheter si vous voulez commencer, même si plus tard je vous conseille quand même d'investir si vous voulez vous faciliter la vie. Et bon, je vais quand même vous parler des différents kits que je fais puisque si vous êtes intéressé par du matériel, je vais vous présenter ça. Donc voilà mon site internet, là c'est artdufromagemaison.com sur lequel j'ai créé des kits avec tout inclus. Donc il y a un kit pour les bleus, camembert, tomes et un kit complet qui regroupe les trois. L'avantage dans ces kits, c'est que vous retrouvez tout ce qu'il vous faut. Donc les moules à fromage, les tapis, le thermomètre, les brosses. En fait, toute la liste est dedans, sauf les trucs vraiment que je suis sûr que vous aurez à la maison, la marmite, le couteau de cuisine, ce genre de choses. C'est un kit complet. Donc après, ça c'est à vous de voir si ça vous intéresse d'investir ou pas. Mais je vous le propose à la vente et si vous voulez vraiment vous mettre à faire du fromage, il y a même 3 doses de ferment inclus pour faire vos 3 premières recettes directement. Vous recevez le kit, vous achetez le lait et vous êtes opérationnel. Et dans cette masterclass, j'ai décidé de vous faire profiter de 10% de réduction. Avec le code Masterclass 2025, vous profitez de ces 10%. Je vais le mettre sûrement jusqu'au 1er octobre 2025, donc profitez-en. C'est vraiment un cadeau que je vous fais, même si bon, évidemment, je suis là pour vendre mon truc aussi. Mais si vous souhaitez acheter du matériel, vous avez tout. Ça fait aussi un super idée de cadeau. Si vous partez à l'étranger vivre, achetez-le comme ça, vous aurez de quoi faire votre propre fromage français à la maison. Et je vous avais parlé d'un cadeau. Je vous offre, pareil, jusqu'au 1er octobre 2025, mon e-book L'art du fromage maison en 7 recettes. Vous pouvez le télécharger gratuitement, il n'y a pas de code, juste vous y allez, vous l'achetez. Moi, ce que je vous demande en retour, c'est de me faire un retour justement sur est-ce qu'il est bien lisible, est-ce que vous l'avez bien compris, parce que ça reste compliqué de travailler un livre de recettes, mais je prends vos retours avec plaisir et ça vous permettra de plus facilement lancer vos premières recettes. Alors, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je prendrai du temps pour y répondre. Et je suis heureux de vous avoir partagé toutes ces informations sur comment faire du fromage à la maison. J'espère avoir été clair, précis et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.